Encore des discussions budgétaires. Encore un article sur le budget. Il y en a marre, non? Ça fait beaucoup, ça fait longtemps? Oui, il y en a un peu marre, mais là c'est bon. On arrive enfin au bout du chemin budgétaire. Il va bientôt y avoir un vote. A priori, je crois que c'est début décembre. Il y a un premier vote le 9 décembre, si je dis pas de bêtises. À voir, à voir. En tout cas, là, on va lire un article de Mediapart, encore une fois, de Caroline Coq-Chordoge et de Pauline Graul sur les discussions autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du PLFSS. Donc c'est le budget de la Sécu, c'est pas le budget de l'État. Mais dans le budget de la Sécu, il y a notamment cette fameuse mesure de suspension de l'âge de départ à la retraite, etc., etc. Et dans tous les cas, il y a une histoire avec les socialistes qui pourraient peut-être voter ce budget, alors, en tout cas sur l'aspect sécurité sociale, alors même qu'ils disaient que le budget n'était pas satisfaisant. Vous savez, c'est cette fameuse histoire de budget qui ne satisfait personne parce qu'il est trop de gauche pour la droite et trop de droite pour la gauche. Ça pue la merde, mais pourtant le PS, pour se sauvegarder, on va dire, pourrait être tenté de finir par voter ce budget, ou alors ça va partir en 49.3. C'est pas clair, ça pue, mais là on commence à être au bout du chemin, donc peut-être qu'en lisant cet article, on commencera à sentir le truc. Ils l'ont voté hier. Ils ont voté quelle partie? Ah bon? C'était hier le vote du PLFSS? Non, c'était un autre vote. C'était pas ça. Non, c'était pas le PLFSS. Pardon. C'était le projet de loi de finances pas rectificatif, mais c'est quoi le truc là? C'est un truc spécial là qui passe pour réajuster sur l'inflation ou je sais pas quoi là. C'est le projet de loi de. Comment il s'appelle ce projet de loi là? Zut, j'ai oublié. Ils ont voté fin de gestion, voilà, c'est ça. C'est le projet de loi de finances de fin de gestion, c'est ça. Ça c'est encore un autre truc, c'est un peu un détail, le PLFSG. Je peux en parler parce qu'on s'en bat les couilles, voilà. Hop là. Ça, c'est du détail technique, hein. C'est pas très intéressant, il n'y a pas beaucoup d'informations politiques à prendre de ça. Donc là, on en parle du projet de loi de financement de la sécurité sociale, hein. Ce qui est nettement plus important. On rappelle que le budget de la sécurité sociale en France est plus important que le budget de l'État. Voilà. Il y a plus de dépenses publiques et de prélèvements qui vont dans la sécu plutôt que dans le budget de l'État. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans la sécu, il y a deux choses qui comptent pour les 4/5 de la sécurité sociale. C'est les retraites par répartition, quasiment la moitié de la sécu, et le remboursement des soins, un bon tiers de l'argent de la sécu, c'est le remboursement des soins aussi, quoi. Donc c'est pour ça fait beaucoup d'argent qui pourrait très bien enlever des finances publiques si on privatisait tout. On pourrait le faire. Simplement, est-ce que c'est souhaitable? La réponse est non, parce qu'aller engraisser des fonds de pension et des mutuelles privées comme aux États-Unis, histoire de réduire nos taux de prélèvement obligatoire et de dépenses publiques, bon, si c'est pour aller engraisser des mutuelles privées, on s'en bat les couilles. Je préfère avoir des taux de prélèvement obligatoire et de dépenses publiques plus élevés que le reste, parce que de toute façon, c'est de l'argent que les Français devraient payer, soit en cotisation, soit une boîte privée, donc ça ne changera rien. C'est un jeu à somme nulle à la fin. Bref, vous connaissez, on en parle tout le temps de ça sur notre live. En tout cas, là, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. Merci Galicatu pour ton 5e mois. Merci beaucoup. Donc, face au délitement du camp présidentiel, les socialistes pourraient être contraints de voter en faveur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour qu'il ait une chance d'être adopté sans 49.3. Un revirement sans garantie et délicat à assumer pour le parti d'Olivier Faure qui va passer pour des gros traîtres à raison. Tout à fait. Parce que là, rappelle que normalement c'était en mode bon, s'ils n'utilisent pas le 49.3 le gouvernement, ça veut dire qu'on trouvera un compromis et on pourra voter le texte. Sans ça, c'est qu'on n'aura pas trouvé de compromis. Mais là, le truc, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de compromis. Donc ce truc de on n'utilise pas le 49.3, ça veut dire que on n'aura pas de budget à la fin. Donc retour à la case départ. Donc c'est soit le PS décide de voter directement le budget avec tous les macronistes et la droite, il faut que tout le monde s'accorde pour voter le PLF et le PLFSS, ou sinon ça va soit faire un 49.3, soit passer par ordonnance. Si c'est pas ça, dans tous les cas, ça sera un passage en force. Ou une censure. Donc je veux dire, ça n'a rien réglé cette histoire de compromis. Ça n'a rien réglé. Et c'est justement à ce petit jeu-là que le PS se retrouve coincé et va devoir assumer très prochainement, dès la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je revérifie le calendrier budgétaire, mais il me semble qu'il y a un vote important le 9 décembre, mardi prochain. Voilà. Ok. Les socialistes et le gouvernement pourront-ils crier victoire la semaine prochaine? La question est de nouveau prégnante depuis mardi 2 décembre et le démarrage compliqué de l'examen en seconde lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS, à l'Assemblée nationale. Si compliqué qu'en fin d'après-midi, Olivier Faure tirait la sonnette d'alarme. Si personne n'arrive au compromis, nous allons au bord du précipice. Il faut que tout le monde en ait pleinement conscience, a-t-il averti sur BFM TV. En début de semaine, le moral était en berne au sein d'un PS, d'un parti socialiste, qui a fait de l'adoption du PLFSS un enjeu quasi existentiel. C'est normal puisque dans cette adoption du PLFSS, il y a la fameuse mesure de suspension de l'âge de départ à la retraite, qui en vérité pas une suspension, en vérité c'est un décalage et pas une suspension, de l'avis même de Emmanuel Macron, qui a quand même dit en interview, non, c'est pas une suspension, arrêtez de dire des bêtises comme ça, moi je n'appellerais pas ça une suspension, c'est un simple décalage dans le temps.
Ah bon? Bah, merci de le dire, monsieur le président. Parce que le PS parle de suspension, hein. Il n'est pas écrit à la victoire. Bon, bref. Mais oui, mais c'est parce que du coup, tout ça, c'est le budget de la Sécu et c'est pas le budget de l'État, que, effectivement, l'adoption du PLFSS, c'est un enjeu quasi existentiel pour Olivier Faure et le Parti Socialiste. Oui, voilà. Macron a fait ça pour rassurer les marchés. Oh, regardez qui est arrivé sur le chat. Bonjour Bamef18, comment ça va? Let's go. Allez, tout le monde dit bonjour à Bamef18 dans le chat, c'est la mascotte de ce live évidemment. Et moi j'enlève la scène parce qu'en fait j'ai pas les droits pour passer cette musique et ça passe pas dans les capsules YouTube, donc faut que je change la musique. Voilà. J'espère que ça ira là, je l'ai mis à peine. Bonjour Bamef18, ça va aujourd'hui? Ça va, ok. Allez, on reprend. J'en étais où? En début de semaine. J'en étais où? Existentiel. Lundi, la rencontre avec Sébastien Lecornu, dont le maintien à Matignon dépend lui aussi de son aptitude à traverser la zone de turbulence budgétaire, n'a pas permis de tranquilliser les troupes socialistes, qui redoutent de plus en plus de voir leur pari, donc leur pari c'est leur trahison, on pourrait dire ça comme ça, hein, leur pari du début de l'automne, se dissoudre dans les limbes d'une situation politique inextricable. Bah oui, c'était sûr depuis le début. Nous on le dit depuis le jour minute 1, le moment où ils n'ont pas censuré le Cornu, on était en mode mais ils jouent à quoi? Ça va mener nulle part, ils sont cons ou quoi? Oui, ils sont cons. On avait fait un live avec Luma, le tout premier live qu'on a fait avec Luma, avec mon binôme Anthony Cortés, journaliste, lui c'est un vrai journaliste pour le coup. On avait fait un spécial budget par rapport au fait que le PS ne censure pas. Et on était en mode tout ça ne mène nulle part, ça n'a aucun sens. Bah oui, on avait raison, tout le monde l'avait vu venir en fait. Hein. Le PS, à quoi vous jouez là? Ah là là. Si bien qu'au sortir du rendez-vous à Matignon, la déclaration étrangement sereine du premier secrétaire du Parti Socialiste, assurant être, je cite, dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis, a stupéfié ses collègues. Donc là, même au sein du PS, ils sont en mode mais à quoi tu joues, Olivier Faure, ça n'a pas de sens, là on passe pour des couillons. Bah oui, même Jean Massier a pas compris leur move, mais évidemment que Jean Massier n'a pas compris leur move, pour une simple et bonne raison, là vous êtes en mode Jean Massier le centriste, bon ok, Jean Massier il connaît le droit constitutionnel. Si vous n'aimez pas Jean Massier, c'est que vous ne le percevez pas de la bonne manière. Si vous n'aimez pas Jean Massier, arrêtez de le percevoir comme un militant politique, percevez-le comme un prof de L1 de droit constitutionnel sympa. Sympa ou pas, ça c'est votre appréciation. Mais pour un prof de L1, ça va, il est plutôt sympa Jean Massier, vous voyez ce que je veux dire. Prenez-le comme ça au lieu de le prendre comme un militant politique. Et si vous le prenez comme un prof de L1 en droit constitutionnel qui fait de la vulgarisation sur Twitch, bah vous verrez qu'il y a des choses à prendre sur son live. Moi, ça m'a aidé à me former sur les questions parlementaires. Premier degré, hein. J'ai même déjà préparé mes lives en allant poser des questions chez Jean Massier la veille, hein, je l'ai déjà fait. Et je veux dire, Jean Massier, évidemment qu'il n'a pas compris le move du PS parce qu'il connaît les arcanes de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, donc il est très très bien placé pour dire que ça a aucun putain de sens qu'a fait le PS dès le début. Toute considération politique mise à part. Voilà. Bref. Ok. La dernière ligne droite des discussions se révèle en effet encore plus sinueuse que prévu. Sur le chemin escarpé qui mène au vote du texte, prévu pour le mardi 8 décembre, les embûches s'amoncellent. Première étape, rétablir dans les jours à venir les avancées obtenues par les socialistes, mais torpillées par le Sénat. Samedi, les députés ont plutôt joué le jeu du compromis en commission des affaires sociales. Les élus présents, qui n'avaient qu'une journée pour retravailler sur le texte, se sont concentrés sur quelques articles clés. Parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé en plus, mais les textes sont passés au Sénat. Le Sénat, c'est une majorité LR, donc le texte a été détricoté au Sénat. Et à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot par rapport au Sénat. Mais ça fait qu'il y a des... En gros, les amendements un peu de gauche qui ont été votés à l'Assemblée ont été détricotés par le Sénat. Et quoi qu'il en soit, ça fout la merde parce que l'Assemblée nationale maintenant est censée retricoter derrière le Sénat. Et s'ils n'ont pas le temps de le faire pour des raisons de calendrier, de toute façon, même si l'Assemblée nationale a le dernier mot, ça va être quand même compliqué de conserver un maximum d'amendements dits de gauche, quoi. Voilà, donc en vérité, tout ça pue la merde, hein. Tout ça pue la merde très très fort, quoi qu'il en soit. Et aussi parce que c'est passé par un Sénat qui est full à droite. Voilà. Ok. La suspension de la réforme des retraites, donc ça c'est leur fameuse condition sine qua non au PS, d'un coût de 400 millions d'euros en 2026, puis de 1,8 milliard d'euros en 2027, a été réintroduite sans surprise. Pour la financer, les députés sont revenus à la rédaction initiale de l'article, qui prévoit une hausse de 1,4% de la CSG sur le capital, devant rapporter 2,8 milliards d'euros. Parce qu'il y a une règle, je ne sais plus exactement quelle règle c'est, mais qui dit qu'on n'a pas le droit d'augmenter les dépenses. Je crois que c'est que sur la sécurité sociale, mais je suis pas sûr. Si on n'a pas des recettes qui financent cette nouvelle dépense. Une nouvelle dépense doit être contrebalancée par une nouvelle recette. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un réajustement sur la CSG, la contribution sociale généralisée, hein, qui est un impôt alors c'est un impôt, hein, c'est pas une cotisation, c'est un impôt, un genre d'impôt sur le revenu qui ne dit pas son nom, mais qui a pour but de financer la sécurité sociale, qui a été mise en place par un certain Michel Rocard au début des années 90. Parce que ça a manqué de cotisation pour financer la Sécu.
Bref, peu importe. Ça, c'est la CSG. Donc, ils font un petit ajustement d'augmentation de la CSG juste pour pouvoir rapporter les 2,8 milliards d'euros qui permettrait justement cette fameuse suspension qui est en vérité plus un décalage de la réforme des retraites. Ok. Le gel des pensions de retraite et des prestations sociales, un des irritants majeurs du PLFSS, selon son rapporteur général, le député LR Thibault Bazin, a également été supprimé. Ok. Parce que le gel des pensions de retraite et des prestations sociales, ça veut dire les retraites n'augmentent pas et ne sont plus désindexées de l'inflation du coup. C'est-à-dire que sur une année, on gèle le barème des retraites, les pensions des retraités augmentent de 0 euros, alors qu'avec l'inflation, les prix augmentent quoi. Et en fait, du coup, on pourrait se dire, bah c'est pas une réduction des retraites des Français, mais si. Parce que si tu désindexes de l'inflation une pension de retraite, bah, ça fait que en valeur absolue, ça reste la même, mais de manière relative, ça baisse. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Faut toujours réfléchir en absolu et relatif quand on parle des questions budgétaires et des trucs comme ça. Donc absolu, c'est dans l'absolu, quand il n'y a pas de référentiel. Relatif, ça veut dire par rapport à un référentiel. Et donc le référentiel, c'est le coût de la vie, ce genre de choses typiquement. Donc quand il y a de l'inflation, le référentiel change, et donc c'est pour ça qu'on compte par exemple en points de PIB, le déficit et ce genre de choses. On réfléchit de manière relative par rapport au niveau de consommation dans ce pays, donc par rapport au PIB typiquement. Voilà. Dans l'absolu, on s'en bat les couilles de savoir combien de milliards on dépense. Ça, il faut le ramener au PIB. Donc c'est pour ça que augmenter la croissance, augmenter le PIB, notamment par la consommation en augmentant les salaires, c'est un truc qui baisse le déficit automatiquement parce que c'est relatif. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais un peu mon prof de maths. Bref. Ok, allez, on continue. Ces dernières heures, pourtant, l'équation politique s'est furieusement complexifiée côté gouvernemental. Ménageant le suspense sur l'attitude qui sera adoptée par la droite LR, Laurent Wauquiez continue de répéter que, je cite, « tout est ouvert ». Mais les crispations ont redoublé dans le camp présidentiel, où beaucoup jugent inacceptables les concessions faites au PS. À commencer par la fameuse suspension de la réforme des retraites. Et c'est ça qui est complètement con dans cette histoire, c'est que le budget va probablement pas passer, y compris pour le PLFSS, parce que si le budget est convenable pour le PS, c'est déjà trop à gauche pour LR qui du coup pourrait s'abstenir, ou ne pas le voter, ou voter contre. Et donc il faut mettre à la fois dans le même bateau le PS et les Républicains, qui n'ont aucun intérêt dans leur jeu de posture à se positionner dans le même camp politique macroniste alors que la Macronie est en train de s'effondrer sur elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça passera pas ce truc-là. Ça passera pas du tout ce truc-là. Cette espèce d'alliance de grande coalition, comme on dit en Allemagne, où il y aurait à la fois LR et le PS. Plein de gens disaient mais ça va pas marcher ça en fait. Ça va pas marcher. Il y a même des gens qui disaient à tort que le PS ne trahira pas parce que de toute façon ils pourront pas avoir une majorité qui fonctionne avec les Républicains. Pour moi, c'est un bon argument. Pour quelle raison? C'est que le PS a quand même trahi, mais c'est resté quand même un peu un bon argument parce que voilà, même maintenant que le PS a trahi, je veux dire, dans tous les cas, ils pourront pas faire passer leur budget, donc ils ont vraiment trahi pour rien en plus. Mais voilà quoi. Merci, c'est pas moi, merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement consécutif. Let's go. Oui, voilà, c'est l'article 40 de la Constitution, merci Zoé, sur l'interdiction de diminuer les recettes ou augmenter les dépenses. Il faut qu'une nouvelle dépense soit contrebalancée par une nouvelle recette. Mais ça dépend des cas de figure en fait, c'est un peu compliqué. Bon, bref, voilà. Oui, tout à fait. Surtout que tout à l'heure, là c'est bientôt les campagnes municipales et après il y a la campagne présidentielle. Donc là c'est déjà, les partis ont déjà un œil sur les prochaines échéances électorales, que ce soit les municipales puis la fameuse présidentielle de 2027 que tout le monde attend très très fort. Hein. Ça va être un moment peut-être historique dans l'histoire de la 5ème République, cette présidentielle. Sortir de 10 ans de Macron, là on saute dans l'inconnu, vous voyez. Et donc en fait, LR, comme le PS, comme même ce qui reste de la Macronie, ont déjà un œil rivé sur la suite et sur les prochaines échéances électorales. Donc du coup, LR n'a aucun intérêt à s'afficher allié avec les macronistes et le PS, et le PS n'a aucun intérêt à s'afficher allié avec les macronistes et LR en même temps. Sauf s'ils décident de s'allier aux macronistes pour de bon. Donc tout ça est compliqué, tout ça pue la merde, tout ça n'a pas de sens, et le PS se retrouve le nez empêtré dans ses contradictions, et tant pis pour ces couillons-là. Vous aviez qu'à censurer le gouvernement, vous aviez qu'à tenir la ligne sur laquelle vous avez été élu du NFP, et vous n'en seriez pas là, à vous faire insulter par la terre entière à raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bref. Voilà. Olivier Faure, si tu m'écoutes, franchement, voilà. Olivier Faure, si tu m'écoutes, merci. J'ai fait quand même un peu quelques euros en Google AdSense en mettant ta tête en miniature et en me foutant ta gueule. Donc j'aimerais te remercier. Voilà, là je suis un boutiquier quand je dis ça. Là je suis un boutiquier. Même s'il y a quelqu'un que je remercie avant tout pour ça, c'est Raphaël Glucksmann. Merci Raphaël Glucksmann. Ta disaster class face à Zemmour, puis ta disaster class avec la BACT, Aurélien Rousseau, dans les Yvelines. Ça m'a rapporté des sous, hein, merci. Les 2 vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent en termes de publicité sur YouTube, alors ça m'a pas rapporté des milliers d'euros, hein, c'est Raphaël Glucksmann. Dans le top 3, les 2 premières, c'est Raphaël Glucksmann.
J'étais en mode putain, quand même, ce qui marche le mieux sur YouTube, ça reste de sucer Jean-Luc Mélenchon, ça marche bien, je vois, ça génère du clic. Non, 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 non. Il y a un truc qui marche encore mieux que sucer Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. Je parle sur YouTube, plus que sur Twitch. C'est dunker sur Raphaël Glucksmann, quoi. Ça marche encore mieux, dites-vous, hein. Encore mieux. J'ai que 2 vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues dans les replays sur YouTube. J'ai une vidéo, c'est la vidéo qui m'a fait percer au moment de la démission de Le Cornu, où c'était n'importe quoi. Donc, du coup, ça faisait plus de vues parce qu'il y avait un gros moment politique. Et donc, c'est la vidéo qui m'a fait percer où d'un seul coup, tout le monde a fait mais c'est qui lui? Et ça fait 10 000 vues, une vidéo où je réagissais à du bon part. Et une fois que j'étais un peu plus installé, qu'il n'y a pas eu un gros coup d'algo qui a donné la visibilité à la chaîne, c'était le PS se débarrasse de Raphaël Glucksmann. C'est le seul replay qui a fait plus de 10 000 vues. Donc, merci. Merci Raphaël Glucksmann. Voilà. Bref. Ouais, tout ça pour dire qu'Olivier Faure, ouais, ton plan il pue la merde, hein, et ça se voit de plus en plus. Tant mieux, tant mieux. T'as voulu jouer, t'as perdu. Voilà, je parle comme un flic. Je parle comme un flic de la BAC. Et ouais, Olivier Faure, t'as voulu jouer, t'as perdu. Monte dans le camion maintenant. Non, ça, c'est les flics qui disent ça. Bon, bref. Ok. On n'est pas à des années-lumière d'un résultat satisfaisant sur le contenu du texte. Vous voulez le croire, le socialiste Laurent Baumel. Je trouve un peu d'élu, hein. Estimant qu'un compromis était encore possible, même si pour l'instant nous sommes dans une position de tension inconfortable. Bah oui, tu m'étonnes. Putain, il est long l'article encore. Oh, c'est long, vas-y, on va lire parce que là, je suis en train de me perdre dans mes pas dans mes tunnels, mais dans mes, vous voyez. Donc on va continuer bien tranquillement, hein. Je vous propose de continuer bien tranquillement. Ces dernières heures, pourtant, l'équation politique s'est furieusement complexifiée côté gouvernemental. Ménageant le suspense sur l'attitude qui sera adoptée par la droite LR, Laurent Wauquiez continue de répéter que tout est ouvert. Il parle comme ça, Laurent Wauquiez. Vous avez remarqué qu'il parlait du nez comme ça, Laurent Wauquiez? J'ai pas encore une imitation de Laurent Wauquiez, mais en termes de timbre, si je dois l'imiter, je sais déjà comment je l'imiterai. Je l'imiterai avec ce timbre-là. Il manque la prosodie et des petits gimmicks sur la façon de parler et je pourrais avoir une imitation. Tuto imitation. Il faut 3 choses pour réussir à imiter quelqu'un. Le timbre, c'est quelle voix tu parles. Par exemple, si tu imites Jean-Philippe Tanguy, tu vas parler comme ça. Ça, c'est le timbre. La prosodie, c'est la manière de parler. À quel moment tu montes dans tes phrases, à quel moment tu descends. Il faut un bon texte. Et le texte, c'est 50% du truc. Si t'as un bon texte, des petits gimmicks, des façons de parler, des trucs que tu récupères où ça rend le truc un peu drôle et exagéré, ça fait que l'imitation passe, même si techniquement c'est pas au point. Vous voyez, il faut vraiment les deux, quoi. Voilà. Pas autant avec le nez. Alors oui, mais dans le timbre, il faut exagérer un petit peu. Quand je fais Jean-Philippe Tanguy, je parle encore plus de manière comme ça que Jean-Philippe Tanguy le fait pour de vrai. Voilà, il faut savoir exagérer un peu le timbre juste comme il faut pour qu'on reconnaisse un peu le truc. Donc voilà. Donc moi, ma technique pour le timbre, uniquement pour le timbre, sur Laurent Wauquiez, c'est de parler comme ça. Bref. Donc Laurent Wauquiez continue de répéter que tout est ouvert, mais les crispations ont redoublé dans le camp présidentiel, où beaucoup jugent inacceptables les concessions faites au PS, à commencer par la fameuse suspension de la réforme des retraites. Oui, le chinois qui met Trump, exceptionnel, trop fort. Hein. Trop fort. T'es pas loin pour Tanguy? Non mais j'ai une vraie imitation de Tanguy premier degré. Hein. Approuvé par le grand maître des imitations politiques, Usul. Hein. Voilà, je lui ai fait en face à face, il m'a dit ah, là t'as le truc, là t'as le ton, là elle est très bien ton imitation. Je lui ai fait en face à face, hein, il m'a fait ses imitations en face à face et tout. Je lui ai parlé, c'était au locaux de l'Humanité. Et voilà, approuvé par Usul qui a dit t'as un très bon Jean-Philippe Tanguy. Voilà. Donc non, Jean-Philippe Tanguy, je le sais. Et c'est dur à faire sur commande. Bref. Donc oui, même chez les macronistes, il y en a, ils veulent pas trop voter le budget parce que les concessions faites au PS, c'est déjà trop pour ces immenses droitards. Voilà, et t'arrives à imiter Usul? Non. Tu peux la faire, mais j'en ai plein. Allez voir le clip le plus regardé de l'année 2025, c'est l'imitation de Jean-Philippe Tanguy. Allez, bon. Ces dernières heures, pourtant, l'équation politique s'est furieusement complexifiée. On vient de le lire. On était où? Alors c'est fou, hein, je finis juste, après on va lire. Mais j'avais prévu de ne pas streamer aujourd'hui, j'ai lancé en retard parce que je suis épuisé sa mère, je me suis couché beaucoup trop tard hier, du coup j'arrive pas à me concentrer. Et puis là, à ce moment-là, je suis en front page, je ne sais même pas pourquoi, donc ça tombe assez mal, mais c'est pas grave. Ok. Principal caillou dans la chaussure du Premier ministre, le groupe Horizon d'Édouard Philippe, qui continue de s'émanciper dans la perspective de la présidentielle. Tout à fait, ils sont en train de se détacher de Macron parce que c'est pas très vendeur en big 2025, quasi 2026, d'être macroniste en fait, tout simplement. Vivement que Lumi et Usul t'invitent pour faire les citations de Tanguy dans Rhinocéros. Ah, si un jour ils ont besoin d'un texte lu par Jean-Philippe Tanguy et d'une invitation, moi je suis prêt à le faire. Hein. Si je suis prêt à faire un petit caméo, ça serait avec grand plaisir. Voilà. Bon, bref.
Donc oui, Édouard Philippe, effectivement, il est en train de se détacher de Macron parce que c'est pas très vendeur d'être macroniste de nos jours, vu que Macron a une cote de popularité au plus bas. Après s'être majoritairement abstenu sur la partie recette du PLFSS en première lecture, au contraire des députés Ensemble pour la République, donc macronistes, le groupe de Gabriel Attal et Modem qui eux, et Modem, vous l'avez comme Emodem, la streameuse. Euh, Au contraire des députés Ensemble pour la République et Modem qui ont voté pour, les élus philippistes semblent résolus à compliquer la tâche de Sébastien Lecornu. Ok, donc sur la première partie du projet de loi de finances de la sécurité sociale, en gros les macronistes ont voté pour, sauf Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui eux se sont abstenus et qui continuent à foutre la merde. Et là on parle même pas des républicains, on parle de la majorité présidentielle, du socle commun. Voilà. Donc, et Modem a voté pour, en tout cas, il semblerait. Ok. Ce dernier avait promis, lors de sa déclaration de politique générale, qu'il n'aurait pas recours aux facilités du 49.3 pour faire adopter le budget. Bah, bon courage, son 49.3, mon coco, j'ai envie de dire. De toute façon, s'il fait un 49.3, Sébastien Lecornu, peut-être qu'il va le faire. Peut-être qu'il va finir par le faire parce qu'il n'aura pas le choix. S'il fait ça, il va se faire censurer. Mais moi, j'imagine bien Sébastien Lecornu dire « Nous avons essayé de trouver le compromis. Nous avons essayé la méthode parlementaire. Mais ces connards de parlementaires veulent pas voter mon budget. Donc c'est bon, moi j'en ai marre. Je fais un 49.3. Si vous voulez me dégager, vous me dégagez. Et après, je prends des vacances. » Parce qu'il faut pas oublier quand même que Sébastien Lecornu, à la base, avait démissionné au bout de 14 heures en disant « Le budget passera pas. Je ne vais pas faire cette mascarade. » Donc moi, j'imagine bien, surprise, Sébastien Lecornu décide d'affronter la démocratie en face à face, partir la tête haute et le menton levé en disant « Je ferai un 49.3, mais au moment c'est qui tout double. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon budget, vous me censurez et je pars en héros. » Je pense qu'il va tenter un truc comme ça, c'est vraiment pas impossible, qu'il fasse un 49.3 pour déclencher ce moment politique de vérité où lui il assume, il aurait fait tout ce qu'il pouvait. Ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal, hein. Et là on verra le PS, on verra s'il censure ou pas le PS. Voilà. Ok. Citation. En l'état, Horizon ne votera pas ce texte. Donc on parle toujours le texte pour le budget de la sécurité sociale. Les socialistes en demandent toujours plus et ils voudraient qu'on vote pour, a déclaré mardi Frédéric Valtou, président de la commission des affaires sociales. Le matin même, la ligne avait été officialisée par Édouard Philippe lors de la réunion du bureau politique de son parti. On ne peut pas voter pour le PLFSS, a-t-il fait savoir selon le Figaro, avant d'ouvrir la porte à une abstention ou un vote contre de ses troupes. Une déclaration qui a fait voir rouge à Olivier Faure. Citation. Le projet originel, c'est qu'on bloque les pensions et les prestations, et qu'il y ait moins d'argent pour l'hôpital. C'est ça qu'il veut, Édouard Philippe, sans porter le premier secrétaire socialiste. Bah oui. Bien sûr que c'est ce qu'il veut. Il est complètement con, Olivier Faure. Évidemment que c'est ce qu'il veut, Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est la droite libérale, tout ce qu'il y a de plus libéral. Il est pour la retraite à 67 ans, Édouard Philippe. De toute la majorité macroniste, donc la majorité macroniste, c'est 4 partis en réalité. C'est le Ensemble, donc le parti vraiment présidentiel, où c'est Gabriel Attal, le chef de groupe parlementaire. Il y a le Modem, le parti de Bayrou. Il y a l'UDI, on s'en bat un peu les couilles de l'UDI, ils sont pas beaucoup. Et il y a Horizon d'Édouard Philippe. Et dans ce socle commun présidentiel, Édouard Philippe, ce doigt-là, donc ça c'est l'UDI, on s'en bat les couilles. Ce doigt-là, d'Édouard Philippe, c'est les plus libéraux. Eux, ce qui fait leur caractéristique par rapport aux autres, c'est qu'ils sont encore plus libéraux, ils sont encore plus pour tout privatiser, ils sont encore plus pour la fin de l'État-providence, ils sont encore plus pour l'orthodoxie budgétaire et la casse des services publics. Donc évidemment qu'Édouard Philippe, il est pour bloquer les pensions et les prestations, qui est mon argent pour l'hôpital, il est pour ouvrir à la capitalisation, il est pour une privatisation partielle de notre système de soins, c'est un immense libéral. Allô Olivier Faure, tu voulais faire une majorité, tu voulais voter un budget avec les gens les plus libéraux de la France. Bah oui, t'es con ou quoi? Oui, la réponse est oui. En cas d'abstention du groupe Horizon, a fortiori de vote contre, le risque est en effet majeur que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, de compromis entre guillemets, finisse tout bonnement à la poubelle. Puisque le RN, ses alliés ciotistes et la France Insoumise, soit 210 députés au total, ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre. Il faudrait en effet 211 votes pour assurer au texte une adoption. Or, dans le scénario fort optimiste à ce stade, où la totalité des députés Horizon ne ferait que s'abstenir et ne pas voter contre, il manquerait au bas mot 35 voix favorables. Le PS pourrait-il alors accepter de faire l'appoint pour le bloc macroniste, en lieu et place de ses propres alliés? C'est pas impossible, hein. En gros, on nous demande de faire ce que le socle commun ne veut pas faire. S'étrangle-t-on dans l'entourage de Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, rappelant qu'Emmanuel Macron avait refusé de nommer un socialiste à Matignon en arguant qu'il bénéficiait de l'appui d'un socle de 210 députés, siégeant dans les groupes EPR, Modem, Horizon et LR, alors que le nouveau Front Populaire en compte 15 de moins, 195 élus au total. C'est vrai qu'il avait dit ça. Il avait dit « LR, c'est nos alliés maintenant. Du coup, notre coalition, elle est plus nombreuse que le NFP. Je peux nommer un centriste, un droitard. » Donc là, je veux dire, quand tu regardes toutes les déclarations de Macron, les différentes déclarations de la majorité présidentielle qui n'est plus une majorité, les déclarations du PS aussi, tout le monde
pue la merde, tout le monde est incohérent, et cette histoire, encore une fois, ne mène absolument nulle part. Il fallait censurer, bordel, il fallait censurer. À moins que l'intense pression exercée par les macronistes sur le PS n'ait en réalité qu'un objectif, faire du recours au 49.3 une option finalement désirable, puisqu'elle permettrait d'éviter à la représentation nationale d'avoir à se prononcer sur un texte dont personne ne veut assumer la paternité. Tout à fait, et moi c'est pour ça, personnellement, que je suis pour un 49.3. Je suis pour qu'il fasse un 49.3, parce qu'au moins on arrêtera de se cacher derrière son petit doigt. Passe au 49.3, le corps nu, et on verra qui est avec toi, qui est contre toi. Et en fait, s'il fait ça, il a de bonnes chances de se faire censurer, le budget passera pas. Et bah tant mieux, parce qu'il aurait dû se faire censurer déjà en octobre, le PS l'a pas fait pour tenter de faire ses manigances absolument pathétiques et grotesques qui ne mènent nulle part. Fais un 49.3, fais-toi censurer et casse-toi, quoi. Moi, je suis pour l'utilisation d'un 49.3 sur ce budget, parce que soit il va se faire censurer comme il aurait dû se faire censurer dès le début, soit le PS va devoir assumer de laisser passer un 49.3 et de ne pas censurer un gouvernement, alors même qu'ils avaient promis de ne pas l'utiliser. Mais le 49.3 passe pas avec le PS. Bah ouais, on verra. Mais au moins, ça sera un peu plus un moment de vérité. Ça sera la fin de cette farce de baladin, là, de ce théâtre absolu qu'on est en train de se coltiner depuis des mois, quoi, depuis 2 mois. Si un 49.3, au moins, voilà. Retour à la case départ, mais ça sera un peu l'instant de vérité. Donc moi, je suis pour accélérer un peu de cette procédure. Fais-nous un 49.3, et puis c'est bon, quoi. Qu'on arrête avec ces conneries. Sérieux, j'en peux plus, quoi. Moi, c'est ma take, en tout cas. Bref. Allez, on va continuer de lire l'article. Donc, le PS pris au piège, oui, tout à fait. Jusqu'à présent, Olivier Faure envisageait une simple abstention de ses troupes, mais excluait tout vote favorable. En l'état, je ne peux pas voter le PLFSS. Mais je fais confiance au débat parlementaire, affirmait ce dernier le 19 octobre dans nos colonnes, ajoutant qu'un vote pour n'était pas une option. Donc rappelez-vous, on avait lu cet article de Mediapart, cette interview d'Olivier Faure, où il était nul à chier, et je pèse mes mots, hein, je me souviens. Vous vous souvenez de ça? On l'avait lu. Typiquement, le nom de la VOD sur YouTube, c'était la disaster class d'Olivier Faure dans Mediapart. Il était nul, il était mauvais, il était incohérent. Et pour le coup, l'interview était bien, vraiment les questions étaient pertinentes, etc., etc. Il était à la ramasse, il était à côté de la plaque. Non, c'est pas pire que Glucksmann face à Zemmour, faut pas déconner. C'est pas une telle disaster class, mais c'était nul à chier, quoi. Et bah voilà, hein. C'est la ligne du PS dans ces discussions budgétaires. Nul à chier, incohérent, naïf, traître. Voilà. Ok, donc il le disait en tout cas, voter pour le PLFSS, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale en l'état, c'était même pas une option pour Olivier Faure, soi-disant il y a encore le 19 octobre dernier, hein, donc il y a 1 mois et demi. Et pour cause, de la plus petite collectivité locale de France au Palais Bourbon, il est d'usage que les scrutins budgétaires tracent une ligne de partage entre majorité et opposition, tout à fait. C'est ça qui décide, c'est l'usage républicain qui décide qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. C'est en fonction de qui vote le budget ou pas. Donc si le PS vote le budget, de fait, ça les met dans la majorité avec Macron. Et eux, ils se disent en opposition. Vous voyez ? Autrement dit, voter pour le budget de la sécurité sociale, bien que moins chargé politiquement que le budget de l'État, exposerait le PS à un procès en macronisation. Bah oui, ils ont déjà un procès à raison en macronisation. Évidemment qu'ils s'ils votent le budget, ça ferait ça. Évidemment. Bon. Une situation peu envieuse à 3 mois des municipales. Putain, c'est 3 mois les municipales, ça va arriver vite de fou. Hein. Face au blocage parlementaire, l'hypothèse s'est pourtant peu à peu imposée au sein des troupes socialistes, suscitant néanmoins de vives réserves de certains. À l'instar du député Pierrick Courbon, qui indique déjà qu'il refusera le cas échéant de se plier à la consigne. Il ne faudrait pas qu'on bascule d'un désir de compromis, qui n'a rien de honteux, à une exigence de compromis à tout prix, déplore l'élu auprès de Mediapart. Bah oui, déjà, désir de compromis, là, vu la situation politique, c'était déjà une idée de merde, mais compromis à tout prix, évidemment, c'est encore pire. Mais bon, Pierrick Courbon, sa ligne de il faut pas dépasser ça, elle est quand même bien plus élevée que la nôtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il accepte quand même beaucoup, hein, avant de se dire, non, là, c'est de la compromission, c'est plus du compromis. Oui, ok, il serait temps que tu te réveilles, Pierrick, j'ai envie de dire. Par ailleurs, quand bien même 35 socialistes se plieraient à l'injonction d'appuyer sur le bouton pour, rien ne garantit que le PLFSS serait adopté pour autant. Alors qu'Olivier Faure était persuadé que les groupes écologistes et communistes finiraient par s'abstenir, rien ne s'est passé comme prévu une nouvelle fois. Dans le groupe Gauche démocrate et républicaine, qui rassemble communistes et ultramarins, donc c'est le groupe communiste principalement, voilà. Le président de ce groupe parlementaire, c'est Stéphane Peu du PCF, voilà. Stéphane Peu qui d'ailleurs était, lors du congrès qui a vu l'élection de Fabien Roussel à la tête du Parti communiste français, il était sur la plateforme d'opposition avec Elsa Faucillon, députée du 92 communiste aussi, qui était sur une ligne anti-Roussel. Voilà. Ils font partie de ceux qui au PCF ne sont pas sur la ligne Roussel historiquement, qui sont plutôt dans l'opposition interne à Roussel, on va dire. Et Stéphane Peu, et c'est ce président de groupe parlementaire là. Voilà.
Moi, j'aime bien Stéphane Peu et Elsa Fossi. Voilà, je le dis, je les aime bien. Voilà. Hein? Et les roussellistes, là, les roussellistes Twitter qui m'attrapent la veste en mode genre c'est une honte que ce mec bosse à l'humanité. Je fais ce que je veux en fait. Il n'y a pas écrit dans les contrats pour bosser avec l'humanité qu'on est obligé d'être sur d'être un lignard du PCF. Allô, vous avez cru quoi en fait? La diversité d'opinion dans les rédactions? La liberté de la presse? Allô? Vous prenez pour qui en fait là, à taguer l'UMA comme ça toute la journée sur Twitter? Vous pouvez continuer à taguer l'UMA, hein. Le CM de l'UMA sur Twitter, c'est mon pote. Hein. Voilà. Donc allez-y, hein. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule, hein. Ah ouais, le druide syndicaliste là, machin. Ouais. Hein. Ok, on les connaît ceux-là. On les connaît, hein. Bref. Ils ont pas regardé Ça ira et j'étais pas content. Hein. Donc justement, ceux qui m'emmerdent sur Twitter avec ça, c'est ceux qui ont défendu Cécile Superman hein, suite à sa disaster class à Ça ira. Hein. Et bah, super, hein, des super représentants du communisme français. Moi, je suis peut-être pas au PCF, mais en tout cas, je suis communiste. Franchement, ça craint, les gars. Ça craint, genre, ça craint. Not in my name. Ça va nulle part, tout à fait. Bon, allez, bref. On reprend. Pourquoi je disais ça? Oui, je disais ça parce qu'effectivement, dans les groupes gauche démocrate et républicaine, donc le groupe où le président c'est Stéphane Peu, c'est pour ça que je parlais de ça, du PCF, un vif débat a eu lieu mardi matin entre les députés, plusieurs se disant prêts à voter contre. Donc voilà, l'idée ça aurait été de s'abstenir à la base plutôt que de voter contre en disant c'est pas nos oignons ce truc-là, cassez-vous. On ne se sent même pas concerné, mais plus ça va, plus il y en a qui décident de voter contre, parce que là, l'heure est grave, et puis c'est pour éviter d'avoir ce budget indu, inique. Ouais. Je suis communiste en 2025, même bientôt en 2026. Hein. Ouais, il y a un problème avec le communiste, c'est quoi en fait votre souci? Il y a un problème avec vouloir socialiser les moyens de production, il y a un problème à vouloir avoir comme objectif de société une société sans classe, débarrasser de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'émancipation du genre humain à travers la sortie de l'aliénation et l'exploitation capitaliste. On n'a pas le droit d'être comme ça, non? Ça va. Citez-moi une personne là dans les photos que j'ai mis là, une personne qui est coupable des plus grands crimes du communisme, de je sais pas quoi au XXe siècle, des dizaines de millions de morts. Citez-moi une personne dans toutes celles qu'il y a là. Non. Voilà. Moi c'est ça mes références communistes. Marx, Engels, Lénine, Trotsky, Nathalie Arthaud. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Il y a un problème avec le PCF? Eh ouais. Mais justement, moi, il y en a que j'aime bien au PCF malgré tout. Et dans tous les cas, le PCF, historiquement, a un rôle en France qui fait que je le sais parce que je le vois, je l'ai vu des centaines de fois, même à la fête de l'humain, etc., qu'il y a quand même un vivier de militants communistes sincères au PCF et qui sont des camarades. Donc justement, moi je suis en mode putain, mais le PCF, là, ça craint. Ça devrait être la famille, quoi. Et au final, il y en a certains. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Bref. Côté écologiste, où 7 députés sur un peu plus de 30 avaient voté contre la partie recette du PLFSS, le front de refus semble avoir également fait tache d'huile. Les prévisions de recettes ne permettent pas de répondre aux besoins de l'hôpital public. Aujourd'hui, il n'y a pas de monde où l'on s'abstient sur cette copie, souligne l'élu Benjamin Lucas, l'élu de la circonscription du 78 de Mantes-la-Jolie. Moi, j'aime plutôt bien Benjamin Lucas. Faudrait que je l'invite un jour sur cette chaîne pour parler un peu de trucs comme ça. Pour lui dire Benjamin. Avec qui tu veux t'allier, Benjamin? On peut pas s'allier avec le PS en 2026, Benjamin. C'est pour une ligne de rupture, une union autour de la ligne de rupture, Benjamin. Oui, j'imite Daniel Cohn-Bendit face à Mélenchon en 2016. Il y a quoi? Bon bref, en tout cas, Benjamin Lucas, qui effectivement est un élu du groupe écologiste, mais il n'est pas dans le parti écologiste. Il est chez Génération, les amonistes. Lui, il est en mode genre, jamais de la vie, on s'abstient sur le budget, on va voter contre bien fort, allez vous faire enculer. Et il a raison, Benjamin Lucas, basé. Let's go. Si tu m'écoutes, Benjamin Lucas, c'est un peu grâce à moi que tu as été élu. J'ai des potes qui s'étaient pas réinscrits sur les listes électorales à Paris. J'aurais dit tête. Reste sur les listes électorales à Mantes-la-Jolie. Je t'emmène en bagnole voter premier et deuxième tour. J'en ai rien à foutre. On a plus besoin de tes voix dans la Cerco du 7-8. C'est pas tout à fait sûr qu'on gagne. Dans le 18e, Émeric Caron, il va être élu au premier tour, mon ref. Voilà. Donc j'ai dit à un de mes meilleurs potes ne te réinscris pas sur les lignes électorales à Paris. On va faire 1 heure en voiture pour aller voter Benjamin Lucas aux législatives. Ça fera probablement un député de gauche en plus. Donc voilà. Benjamin Lucas, si tu m'écoutes. Et je t'ai vu faire des discours au Théâtre de Verdure. Moi, j'ai mixé, j'ai fait de la musique au Théâtre de Verdure il y a bien longtemps. Je suis un vrai gars local de Mantes-la-Jolie. Je connais très très bien les problématiques locales. Bon, je sais pas où je vais, mais bref, Benjamin Lucas. Donc, mardi en début de soirée, la rencontre entre les représentants des écologistes et le Premier ministre n'a pas permis d'y voir plus clair. Alors que les premiers attendaient du second qu'il leur assure au minimum de renoncer au doublement des franchises médicales, Sébastien Lecornu n'a rien lâché.
Il manque 4 milliards, donc il est hors de question d'adopter un PLFSS décliniste, a souligné à la sortie Cyrielle Châtelain, président du groupe écologiste et social à l'Assemblée, suggérant préférer pas de budget du tout plutôt qu'un mauvais budget de la Sécu, et là-dessus elle a raison. Voilà. De toute façon, dans le cadre parlementaire, dans leur grande majorité, le groupe écologiste et le groupe GDR, donc on va dire communiste, un peu par l'abus de langage, sont plus ou moins alignés avec le groupe LFI dans leur vote, quoi. Alors il y a des trucs, parfois ils s'abstiennent plutôt que voter contre, et tatata, mais sur c'est des trucs un peu de l'ordre du détail et de la technique. Mais les écolos, les communistes, de manière générale, dans le cadre des votes à l'Assemblée nationale, je parle pas de manière générale dans le cadre de la politique française, ont tendance à tenir plus ou moins la ligne sur laquelle ils ont été élus du NFP et à être plus proche de LFI que du PS dans cette histoire. Voilà. C'est valable pour les votes des députés de ces groupes-là. C'est pas... Voilà, pour les municipales, pour la présidentielle, pour d'autres trucs, je dirais pas ça, mais dans le cadre précis parlementaire, en vrai, voilà. Ok. Chez les socialistes désemparés, on s'employait, faute de mieux, à faire monter la pression sur les récalcitrants. En cas d'absence du budget, cela coûterait 30 milliards de déficit à la sécurité sociale. Combien ? 30 milliards de déficit à la sécurité sociale, ça commence à faire pas mal quand même. 30 milliards dans un budget, là on commence à être sur des sommes, c'est pas rien 30 milliards. C'est pas quelques centaines de millions sur un budget, c'est pas grand chose en réalité. 30 milliards c'est beaucoup. 30 milliards c'est beaucoup. A martelé mardi matin le porte-parole du groupe Romain Eskenazi. Alors vraiment, Romain Eskenazi a un nom complètement fou. Romain Eskenazi, s'il était d'extrême droite, ça serait en mode genre Eskenazi. Ah oui, nazi. Il a un nom vraiment drôle. Bref. Ok. Donc chez les socialistes, du coup j'ai pas suivi. Romain Eskenazi, porte-parole du groupe socialiste, il a dit en cas d'absence de budget, cela coûterait 30 milliards de déficit à la sécurité sociale. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Oui, enfin on peut... Avec la loi d'urgence de machin bidule, ouais, je sais pas, arrêtez avec ça. Au pire, ça fera un peu de déficit en plus. Ou au pire, on taxe les riches, je sais pas, on fait une loi corrective après. Au pire, on gagne les prochaines législatives en cas de dissolution et on les baisse tous, j'en sais rien. Oh là là. Sa collègue Béatrice Bellet appelait, elle, chacun au sursaut. En premier lieu, la première ministre, à qui elle enjoint de mettre en action sa propre majorité. Une manière déjà de se dédouaner de toute responsabilité dans l'hypothèse de plus en plus probable d'un échec annoncé. Le mot est lâché, le budget ne passera pas. Putain, tout ça pour rien. Donc ça on verra, j'ai cru voir la date du 9 décembre pour un vote. Vote, budget, calendrier, je sais plus où on en est dans le calendrier. Calendrier budgétaire ? Sur budget.gouv ? C'est quand tout ça ? La fin de gestion est adoptée, on s'en bat les couilles, c'est quoi les prochains trucs ? Quelqu'un a des infos là-dessus ? On a l'étape 49.3, bah pas encore justement, pas encore. Y a pas un truc le mardi 9, j'ai cru voir. Quand sera le vote du budget ? Mais non, le budget d'Île-de-France, m'en fous là. J'ai plus le calendrier en tête. J'avais cru voir un truc le mardi 9. Le vote du PLFSS, c'est le 9. Ok. Et le vote du PLF final ? Mais c'est déjà passé ça. Il a été rejeté le PLF. Mais c'est quand les derniers votes ? Quand est-ce que finissent les discussions budgétaires ? Il va y avoir un moment donné où ça sera ok, c'est le dernier vote, là c'est là que ça compte. Est-ce qu'on aura un budget ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir un 49.3 ou quoi ? C'est quand le dernier vote final ? Il y a le PLFSS le 9 et le PLF dans la foulée ? Pas en seconde lecture ? Bon, on verra, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, pourtant c'est un peu mon métier de suivre tout ça. Moi perso, je ne comprends plus rien. Voilà. En tout cas, si vous regardez la vidéo YouTube et que peut-être cet article vous a quand même aidé un peu à comprendre les différentes dynamiques, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, mettre la cloche et vous abonner, tout ça, sachant que quand même en conclusion, je dirais un truc, toute cette histoire ne mène absolument nulle part. Le budget ne passera pas. S'il passe, c'est en 49.3. S'il passe, c'est grâce au ralliement total et absolu du PS à la Macronie. Ou alors, ça va juste finir par censurer et juste finir en retour à la caisse départ. Donc, quoi qu'il en soit, le PS n'aurait jamais dû ne pas censurer le corps nu. Ils auraient dû censurer au moment où c'était besoin de le faire, au lieu de nous faire perdre 2 mois comme ça. Il y en a marre, abonnez-vous.